Bienvenue dans ce grand décryptage. Aujourd'hui, on va explorer des données absolument essentielles qui nous viennent du rapport 2026 du Lancet, publié spécialement pour la Journée internationale des droits des femmes. Alors oui, on va parler de statistiques, de pourcentages et de graphiques, mais gardons bien en tête une chose. Derrière chaque chiffre se cachent des histoires réelles, des vies, et une réalité qui nous concerne vraiment tous. On va rentrer directement dans le vif du sujet avec ce chiffre, 295 000. C'est le nombre vertigineux de décès maternels enregistrés chaque année dans le monde. Et ce qui rend cette statistique littéralement insoutenable, c'est que 95% de ces tragédies sont totalement évitables. On parle de complications pour lesquelles on connaît et on maîtrise déjà parfaitement les interventions médicales. C'est un point de départ assez saisissant pour comprendre l'ampleur du défi qui nous attend. Allez, on plonge dans cette analyse. On l'a pensé un peu comme un iceberg. On va d'abord observer la partie visible, avec la santé maternelle et les maladies mal comprises. Ensuite, on descendra sous la surface pour examiner les causes profondes, les inégalités sociales, les disparités mondiales, le retard de la recherche médicale, et on terminera bien sûr avec les solutions et nos priorités pour 2030. Première étape de notre iceberg, on regarde la réalité brute de la santé maternelle aujourd'hui. Et là, la comparaison est brutale. D'un côté, on a l'Afrique subsaharienne avec 542 décès pour 100 000 naissances, et de l'autre, le monde développé où on tombe à seulement 12. L'écart est immense. Mais attention, les données du Lancet apportent quand même une note d'espoir cruciale. Depuis l'an 2000, on a réussi à réduire la mortalité maternelle de 38% à l'échelle mondiale. Donc le progrès est tout à fait possible et bien réel, même si le chemin reste encore long. On passe à notre deuxième point, ces maladies et ces risques qui sont encore beaucoup trop mal compris par le système de santé. Et ce qui illustre ça brillamment, c'est la santé cardiovasculaire. Les maladies du cœur sont en fait la première cause de mortalité chez les femmes, fauchant 8,6 millions de vies par an. Mais il y a un malentendu potentiellement mortel. Quand on pense crise cardiaque, on imagine les symptômes classiques, la fameuse sensation d'étau dans la poitrine. Le problème, c'est que c'est une présentation principalement masculine. Chez les femmes, les symptômes sont souvent qualifiés d'atypiques. Une oppression sourde, des nausées, des douleurs dans le dos ou la mâchoire, ou une fatigue soudaine. Résultat, ces signes sont très souvent ignorés ou mis sur le compte du stress, ce qui retarde dangereusement l'intervention médicale. Surtout que la biologie féminine comporte des risques tout à fait uniques. Par exemple, une ménopause précoce avant 45 ans augmente les risques cardiovasculaires de 50%. Ajoutez à cela des antécédents de diabète gestationnel, de prééclampsie ou une plus forte vulnérabilité aux maladies auto-immunes. Et puis, il y a le grand responsable silencieux, le stress chronique. La fameuse double journée, ce jonglage permanent entre vie pro et gestion du foyer, ça crée un niveau d'épuisement que la médecine commence tout juste à vraiment mesurer. Ce qui nous amène naturellement au troisième niveau de notre iceberg, plus en profondeur, le poids écrasant des inégalités sociales. Ce qui est vraiment fascinant quand on regarde ces données, c'est de voir que 66% de tout le travail de soins non rémunérés dans le monde repose sur les épaules des femmes. On parle de s'occuper des enfants, des proches âgés, de gérer la maison. C'est littéralement le pilier invisible qui fait tenir toute notre société debout, mais qui dicte en silence la santé physique et mentale de celles qui le portent. Pour vraiment réaliser l'ampleur de cette charge invisible, il faut garder ce chiffre en tête. 12,5 billions de dollars américains. C'est astronomique. C'est ce que ce travail représenterait chaque année s'il était payé. Et bien sûr, ce fardeau a un coût humain direct. On sait aujourd'hui que les aidantes naturelles ont un risque de dépression 40% plus élevé. L'épuisement et l'isolement sont des réalités médicales très lourdes pour celles qui passent leur temps à soutenir les autres. Et ces disparités, on les retrouve partout dans le système économique. Un écart salarial bloqué à 20%, une surreprésentation massive dans les emplois précaires et une asymétrie hallucinante dans la propriété des terres. Ces limites économiques restreignent l'indépendance de façon drastique. Et concrètement, le résultat médical, c'est qu'on observe un taux de mortalité infantile et maternelle 30% plus élevé dans les foyers à faible revenu. Tout simplement parce que l'accès aux soins dépend d'un argent qui n'est pas là. Il faut aussi qu'on prenne le temps de poser les mots sur une réalité terrible, l'impact des violences basées sur le genre. Les chiffres du rapport sont froids, mais clairs. 38% des meurtres de femmes sont commis par un partenaire intime. Et au-delà des traumatismes physiques, les blessures psychologiques sont profondes. Un syndrome de stress post-traumatique chez une victime sur 3 et un risque de dépression doublé. Sachant que le taux mondial de violence conjugale est de 27%, on est face à une crise de santé publique majeure aux conséquences dévastatrices. Quatrième point, on continue notre plongée pour regarder comment la géographie impacte directement nos chances de survie. En théorie, notre code postal ne devrait jamais être un facteur médical. Pourtant, regardez l'écart entre le milieu urbain et rural. On passe de 95% d'accouchements assistés en ville à seulement 60% à la campagne.
Même chute libre pour l'accès à la contraception ou au dépistage du cancer du sein, qui dégringole à 18% en milieu rural. C'est le reflet d'une difficulté logistique extrême pour des millions de personnes qui n'ont tout simplement pas accès aux examens de base qui sauvent des vies. Le chiffre qui cristallise peut-être le mieux toute cette injustice géographique et économique, c'est le taux de survie au cancer du sein à 5 ans. Dans les pays à haut revenu, grâce au dépistage précoce et au bon traitement, il atteint 90%. Dans les pays à faible revenu, il s'effondre à 40%. C'est un fossé béant, dicté presque exclusivement par l'argent et le manque d'infrastructures. Ce qui nous amène tout au fond de notre iceberg, aux racines du problème, le grand retard de la recherche médicale. C'est ici que se prouvent les vrais angles morts scientifiques. Prenons l'exemple de la cardiologie. Bon, la bonne nouvelle, c'est que 45% des essais cliniques incluent aujourd'hui des femmes. C'est bien. Mais le point crucial, c'est que seulement 35% font l'effort de réaliser une analyse spécifique par genre. Et c'est là qu'est le piège. Inclure des femmes dans une étude ne sert pas à grand-chose si, au final, on ne sépare pas les données pour comprendre comment la biologie féminine réagit spécifiquement au traitement. Et ce déficit de considération, on le voit directement dans les budgets alloués. Regardez l'endométriose. C'est une condition extrêmement douloureuse qui touche 10% des femmes dans le monde. C'est une part immense de la population, et pourtant, elle ne capte historiquement que 2% du budget de recherche gynécologique. Tant que l'argent ne suivra pas la réalité du terrain, des pans entiers de la santé resteront dans l'ombre. Allez, on remonte à la surface pour voir comment on peut construire la suite. Quelles sont les solutions concrètes? Le Lancet propose une feuille de route hyper claire pour 2030, en 5 étapes clés. 1. Réduire drastiquement les décès maternels évitables. 2. Repenser enfin la prise en charge des risques cardiovasculaires. 3. Lutter frontalement contre les violences de genre avec de vraies lois. 4. Renforcer l'autonomie économique via des protections sociales dignes de ce nom. Et 5. Imposer des règles strictes sur l'analyse différenciée dans la recherche médicale. C'est un plan systémique pour tout rééquilibrer. Je trouve que cette citation du Lancet résume absolument tout. L'égalité des genres en santé n'est pas seulement une question de justice, c'est un investissement pour la santé de tous. On dépasse largement la question de l'équité morale. Les données le prouvent. Quand on soutient activement la santé et l'émancipation des femmes, ce sont les foyers entiers, les enfants et les économies locales qui deviennent beaucoup plus robustes. Alors, la question qui se pose pour nous tous, pour finir ce décryptage, c'est comment est-ce qu'on peut, à notre échelle, accélérer ce changement vital et exiger une meilleure équité en santé dans nos propres communautés? Les obstacles, on les connaît, les solutions sont là, sur la table. Maintenant, c'est au monde médical, au monde politique et à nous tous, en tant que citoyens, de transformer ces statistiques en actions réelles. Merci d'avoir suivi cette analyse. On a tout intérêt à continuer d'enquêter et d'en parler autour de nous.